Un milliardaire devenu veuf, un enfant mourant et une gouvernante qui n'avait plus que sa foi. Lorsque les médecins renoncèrent au petit Noah Maya, franchit toutes les règles pour tenter de le sauver avec un ancien remède familial et une prière murmurée depuis des générations. Ce qui arriva ensuite allait mettre à l'épreuve la science, la croyance et la puissance du lien humain. Ce n'est pas seulement une histoire de survie, c'est l'histoire de 3 vies brisées qui se sont recousues pour n'en former qu'une. Restez jusqu'à la fin, abonnez-vous et dites-nous d'où vous nous regardez. Votre soutien nous aide à raconter des récits qui bouleversent et changent les esprits. Daniel Laroche remarqua à peine l'agitation du personnel du CHU de Paris, leurs ordres rapides déchirant l'air comme s'ils appartenaient à un autre monde. Il resta immobile, près de la porte du bloc opératoire, fixant la blouse ensanglantée du chirurgien qui s'approchait de lui avec des yeux dévastés. « Monsieur Laroche, nous avons fait tout ce que nous pouvions. » Ces mots s'écrasèrent sur Daniel comme un plafond qui s'effondre. Lila Salila n'était plus là. Tout ce que le chirurgien expliqua ensuite se dissipa en un brouillard monotone. Complications, hémorragie, absence de réponse. Les lèvres de Daniel s'entr'ouvrirent, mais seul un souffle étranglé sortit de sa gorge, un son qui ne semblait même pas lui appartenir. 2 infirmières tentèrent de le faire asseoir, mais il les repoussa incapable d'être immobile, incapable d'accepter ce réel. Son regard dériva vers la salle voisine, où une autre équipe s'affairait autour d'une forme minuscule, et pendant une fraction de seconde, il souhaita disparaître avant que quelque chose d'autre ne se brise en lui. Un néonatologue s'avança vers lui, avec un calme trop maîtrisé pour être sincère. « Votre fils est prématuré, extrêmement petit, mais nous tentons de le stabiliser. Il se bat. » Ce mot lui parut d'une cruauté insupportable. Lila s'était battue et Lila avait perdu. Le médecin l'emmena vers l'incubateur, décrivant les taux d'oxygène et l'immaturité pulmonaire. Mais Daniel n'écoutait rien. La peau du bébé semblait presque translucide, une minuscule créature fragile qui ressemblait davantage à une question qu'à un être humain. « Nous avons besoin de votre signature pour la prochaine série d'interventions, » insista le médecin en lui tendant une tablette. La main de Daniel tremblait si violemment que le stylet claquait contre l'écran. Sa signature se traça en lignes irrégulières, sans rien du geste assuré qui avait bâti son empire. « Il m'entend, » murmura-t-il. « Peut-être, » répondit le médecin, « mais pour l'instant, il a surtout besoin des machines. » Daniel recula, sentant quelque chose se refermer en lui, comme si le chagrin avait des griffes. Derrière lui, Maya Broussard observait la scène les yeux rouges, les mains devant la bouche, pour retenir un cri qui menaçait de jaillir. Elle avait accouru, dès l'appel, abandonnant le linge à moitié plié dans l'appartement haussmannien des Laroche. Elle connaissait Lila depuis des années, avait repassé la robe qu'elle avait portée lors de son premier rendez-vous avec Daniel, avait entendu ses pleurs étouffés lorsque les complications de grossesse avaient commencé. Et maintenant, elle reconnaissait sa silhouette immobile, derrière une vitre étroite, même sous les draps. Une infirmière s'approcha doucement. « Vous êtes de la famille. » Maya déglutit. « Je travaille pour eux, mais elle était comme une sœur pour moi. » L'infirmière hocha simplement la tête. « Votre présence compte. » Ces mots fissurèrent, ce qui restait de résistance en Maya, et les larmes coulèrent enfin. Quand elle entra dans le service de réanimation néonatale, elle eut le souffle coupé. Noah semblait minuscule, une sorte d'espoir fragile enfermé dans du plastique. Daniel restait figé près du mur, les yeux vides, le corps dur comme de la pierre. Maya s'approcha de l'incubateur avec l'instinct de quelqu'un qui se dirige toujours vers ce qui demande de la douceur. « Coucou, mon trésor », murmura-t-elle. « Ta maman t'aimait tellement. »
Daniel tressaillit au mot maman, comme touché au cœur, mais Maya ne le remarqua pas. Son monde entier était réduit à la respiration tremblante du bébé. Elle posa sa main sur le côté de l'incubateur et commença à murmurer une prière que sa grand-mère récitait quand la vie devenait trop fragile. Une infirmière leva les yeux surprise par la stabilité de sa voix, mais ne dit rien. La prière était douce, mais son poids emplissait l'espace comme une promesse. Noah, souffla-t-elle, savourant le nom comme quelque chose de sacré. Elle sortit de son sac un morceau de ruban médical pris plus tôt sur un chariot de soins. Aucun bébé ne devrait commencer la vie sans que son nom soit prononcé au-dessus de lui. Elle écrivit lentement d'une écriture hésitante, mais ferme Noah Laroche. Lorsqu'elle fixa la bande sur le dôme transparent, le néonatologue haussa un sourcil, mais resta silencieux. Daniel observa le geste avec un mélange d'incrédulité et de confusion. « Pourquoi faire ça ?» demanda-t-il d'une voix brisée. Maya se tourna vers lui, les joues encore mouillées, le regard solide. « Pour qu'il ne se sente pas seul, » répondit-elle. « Pour que l'univers sache exactement pour qui il doit se battre. » Daniel détourna brusquement le regard, la mâchoire serrée, mais un léger tremblement parcourut sa posture, pourtant si rigide. Il ressemblait à un homme essayant en vain de fuir toutes les vérités qui se refermaient sur lui. Quelques secondes plus tard, il recula maladroitement, loin de l'incubateur, incapable de supporter la vue plus longtemps. « Je ne peux pas », articula-t-il d'une voix rauque, pressant son poing contre sa bouche, comme pour retenir la douleur qui le déchirait. Sans prévenir, il se retourna et quitta la salle de réanimation néonatale, traversa les portes vitrées du CHU, sans entendre les appels du personnel, tentant de le retenir. Dehors, sous le ciel nocturne de Paris, vaste et impassible au-dessus de lui, il leva la tête et laissa échapper un cri brut, sans mots, un cri qui lacéra le silence. Le ciel resta indifférent, vide, silencieux. À l'intérieur, Maya demeura près de Noah, murmurant des paroles rassurantes, tandis que le ventilateur soufflait et cliquetait doucement. Sa voix chaude et régulière semblait s'entrelacer avec le bourdonnement stérile de la pièce, devenant l'unique encre du minuscule enfant. Elle ne quitta pas son chevet, pas une seule seconde, tandis que Daniel restait dehors, anéanti sous un ciel qui refusait de se briser pour lui, alors que tout le reste l'avait déjà fait. Les jours se fondirent les uns dans les autres, non pas parce que le temps était clément, mais parce qu'il refusait de s'arrêter. Daniel Laroche les passa à arpenter les couloirs du CHU. Le téléphone collé à l'oreille, validant des rapports et gérant des affaires pendant que son fils respirait à travers une machine juste à quelques mètres de là. Son agenda, autrefois rythmé par les réunions de direction et les événements mondains, était désormais dicté par les mises à jour de la réanimation et les briefings médicaux qu'il n'écoutait qu'à moitié. Il approuva une nouvelle équipe de spécialistes sans lire leur dossier, valida des dons d'équipement au service néonatal d'un simple geste, comme s'il éteignait des incendies avec des chèques. Mais jamais il n'entra vraiment dans la chambre de Noah. Il restait derrière la vitre quelques secondes, apercevant le corps minuscule, relié à des fils, puis repartait aussitôt, la mâchoire crispée, le dos droit, le cœur barricadé. Chaque regard lui brisait quelque chose, lui rappelait trop. Lila la courbe de son ventre, quand elle riait, et la manière dont elle lui murmurait « Il aura ton visage, tu verras ». Cet incubateur contenait bien plus qu'un enfant. Il contenait tout ce qu'il avait perdu. Pendant ce temps, Maya vivait chaque jour, comme si elle existait entre deux mondes. À l'appartement des Laroche, elle gardait l'ordre avec une précision mécanique, nettoyant des pièces que Daniel n'utilisait plus, pliant des couvertures qui n'avaient réchauffé personne depuis des semaines. Le lieu semblait creux, son marbre froid sous ses pieds, et le piano à queue restait silencieux. Mais chaque soir, comme une horloge, elle se rendait au CHU. Elle ne demandait jamais la permission. Personne n'avait besoin de l'inviter.
Elle appartenait à cet endroit d'une manière que personne d'autre ne comprenait. Elle restait des heures auprès de Noah, fredonnant doucement des mélodies que sa grand-mère chantait autrefois, quand les enfants brûlaient de fièvre et qu'aucun médecin n'était accessible. Elle apportait un carnet à spirale bon marché, avec une couverture en carton mince, et notait tout le moment où il serrait son doigt le prénom de l'infirmière, qui réajustait sa couverture l'instant où son rythme cardiaque s'était stabilisé à minuit. Ce n'étaient pas des données médicales, c'était la preuve qu'il vivait. Chaque note griffonnée était une déclaration que Noah comptait qu'il n'était pas seul, que quelqu'un veillait sur lui. Daniel savait qu'elle était là. Il voyait sa voiture sur le parking, la croisait parfois dans les couloirs. Parfois, ils échangeaient un bref signe de tête, parfois rien du tout. Il gardait une distance prudente, comme pour prétendre que sa présence faisait simplement partie du décor. Mais au fond de lui, cela réveillait quelque chose qu'il n'osait pas nommer. Il y avait une intimité dans cette constance qui le déstabilisait. Elle ne sursautait jamais devant les tubes qui entouraient Zotnoa. Elle ne pleurait pas devant les médecins. Elle ne demandait ni reconnaissance ni remerciement. Elle venait. Toujours. Daniel l'observa une fois depuis derrière une colonne, tandis qu'elle murmurait « His eye is on the sparrow », à peine audible derrière les bips des machines. Il la vit se pencher frôler le dôme plastique de ses lèvres et souffler. « Tu es plus fort qu'il ne le croit, petit homme. Continue juste à respirer. » Il dut s'éloigner avant de s'effondrer dans le couloir. Il ne savait pas comment gérer une dévotion pareille. Les médecins commencèrent à changer de ton. Là où il y avait eu autrefois de prudentes lueurs d'encouragement, il n'y avait plus que des chiffres, des probabilités, des courbes. L'un d'eux prononça les mots « qualité de vie limitée » avec un détachement clinique qui fit serrer la mâchoire de Maya. Un autre mentionna les complications à long terme et encouragea Daniel à réfléchir à ce que Lila aurait voulu. Cette suggestion faillit l'abattre. Il voulut crier que personne n'avait le droit de prononcer son nom, encore moins pour s'en servir contre lui, mais il se contenta de hocher la tête et de signer d'autres documents. Il lui parlait comme si les décisions étaient une monnaie qu'il pouvait échanger contre du temps, mais rien de tout cela n'avait de sens. Comment un bébé aussi petit pouvait-il mener une guerre seul? Et pourtant, il refusait toujours d'entrer vraiment dans cette chambre, refusait de tenir son fils, refusait même de prononcer son nom, comme si le nommer lui donnait une existence réelle et que les choses réelles peuvent être perdues. Maya, au contraire, prononçait le nom de Noah chaque fois qu'elle en avait l'occasion. Elle le murmurait comme un mantra, une mélodie qu'elle refusait d'abandonner. Elle l'écrivait en haut de chaque page de son carnet « Noah Laroche, 850 grammes. Tiens bon. » Comme si répéter son nom pouvait l'ancrer davantage à ce monde. Ses doigts se crispaient autour du carnet chaque fois qu'un médecin disait « Préparez-vous », comme s'ils annoncèrent la météo plutôt que de briser des cœurs. Pour elle, cette histoire ne se terminait pas en tragédie. Pas encore. Elle notait chaque frémissement du pied de Noah, chaque battement de paupières comme une victoire. Parfois, des infirmières s'arrêtaient pour jeter un œil à ses notes, non pas pour en vérifier l'exactitude, mais parce qu'elles semblaient contenir quelque chose de sacré. Daniel vit le carnet une fois posé sur une chaise pendant que Maya s'était absentée pour prendre un café. Il feuilleta quelques pages et tomba sur une phrase. Il a souri dans son sommeil cette nuit. Je crois que c'était pour elle. Il referma aussitôt honteux d'avoir lu quelque chose d'aussi intime. Et pourtant, il ne parvenait toujours pas à franchir cette ligne invisible, à se tenir près de l'incubateur, à toucher la vitre à parler à cet enfant qui portait son sang. Il restait sur le seuil de la vie de son propre fils terrifié, à l'idée que s'il entrait vraiment, tout deviendrait réel. Et ce qui est réel peut être perdu. Il restait dehors dans un monde où les décisions se signent et où les chiffres se contrôlent. Maya restait dedans, là où l'amour n'a besoin d'aucune permission.
Ainsi, les jours se succédèrent. Daniel marchant, signant, évitant. Maya assise, chantant, croyant. L'un vivait dans le silence, l'autre dans la prière. Les médecins commencèrent à s'adresser seulement à Maya lorsque Daniel n'était pas disponible, et parfois même lorsqu'il l'était. Elle était devenue le témoin, la voix, la gardienne de la mémoire. Et bien que personne ne le dise à haute voix, tout le monde remarquait ce que Daniel refusait de voir une seule personne dans tout l'hôpital, regardait Noah autrement que comme un dossier. L'homme qui ne regardait jamais avait un fils qui se battait pour être vu. Cela arriva un jeudi soir, l'un de ces jours qui semblent durer une vie entière. Un médecin plus jeune et plus doux que les autres s'assit en face de Maya, dans une petite salle de consultation familiale. Ses mots étaient choisis avec soin, son ton calme, mais le message était clair. Il faudrait peut-être envisager des soins de confort, plutôt que de poursuivre des interventions agressives. Maya cligna des yeux, tentant de garder un visage neutre, mais tout son corps se contracta intérieurement. Elle le fixa, la blouse blanche, les yeux tranquilles, son dossier à la main, et dut lutter contre l'envie de crier. « Vous êtes en train de dire qu'on devrait le laisser partir ?» demanda-t-elle d'une voix aiguë. Le médecin hésita. « Je dis simplement que nous ne voulons pas prolonger la souffrance sans espoir de qualité de vie. » Il répéta qualité de vie, comme si celle de Noah avait déjà été mesurée et jugée insuffisante. Maya le remercia sèchement et quitta la pièce, se contenant juste assez longtemps pour atteindre le couloir. Ses jambes la portèrent d'elle-même jusqu'aux toilettes les plus proches. Elle referma la porte d'un box, tourna le verrou et s'effondra contre le carrelage froid. Des sanglots lui déchirèrent la poitrine avant même qu'elle ne puisse les étouffer. Elle pressa ses mains contre sa bouche, mais le bruit s'échappa quand même rauque, brisé, dévasté. Depuis des jours, elle portait le poids immense de regarder Noah se battre, respirer, grâce à des machines dont les sons semblaient plus mécaniques que miséricordieux. Et maintenant, on voulait abandonner. Elle connaissait ce chagrin, celui qui rampe dans les poumons jusqu'à empêcher de respirer. Elle l'avait ressenti quand son père était parti, quand sa mère était tombée malade, quand les prières de sa grand-mère avaient cessé de résonner dans leur maison. Mais rien n'était comparable à ça, voir la vie s'échapper d'un bébé qui n'avait même pas encore eu la chance de rire. Et on parlait déjà de confort, comme s'il était un patient en fin de parcours et non un enfant à l'aube de devenir. L'impuissance l'enveloppa comme un brouillard épais suffocant jusqu'à lui donner envie de hurler contre le sol. Puis des voix entrèrent dans les toilettes et elle se figea. Deux infirmières, leurs chaussures crissant légèrement, parlèrent d'un ton léger jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. « Elle doit encore être là-dedans », dit l'une. « Cette fille qui refuse d'accepter la réalité. » Les mots dégoulinaient de condescendance. « C'est triste vraiment », ajouta l'autre. « Le faux espoir peut être cruel. » Le corps de Maya se raidit. Elle avait entendu ces variantes toute sa vie, cette fille laide l'émotive, celle qui ne comprend pas la science, qui s'accroche aux sentiments, aux croyances, à ce qui n'entre pas dans leur tableau. Celle qu'on tolère, mais qu'on ne prend jamais vraiment au sérieux. Les voix s'éloignèrent, mais la brûlure resta. Après une minute de silence, Maya essuya son visage avec la manche de son sweat, puis fouilla dans son sac. Ses doigts cherchèrent quelque chose de solide, quelque chose qui l'ancre, et ils trouvèrent à son carnet. En le feuilletant, une vieille fiche jaunie glissa et tomba sur ses genoux. Son souffle se coupa. La carte était usée par le temps, l'encre un peu effacée, mais encore lisible. L'écriture soignée de sa grand-mère courait sur les lignes, énumérant des ingrédients qu'elle n'avait pas vus depuis des années. Huile d'eucalyptus racine, de gingembre écrasé, huile de ricin tiède et une pointe de camphre pour les souffles trop courts et les cœurs trop fatigués, disait la note en bas.
Maya passa son pouce sur les mots comme sur du braille, comme si elle pouvait invoquer la voix de sa grand-mère à travers le papier. Elle l'entendait presque murmurer. « Il y a des choses que la science ne peut pas mesurer, ma petite. Seul l'amour peut les atteindre. » Elle se revoyait petite, observant sa grand-mère poser ses mains sur les malades, mêlant prières et massages d'huile chaude sur des poitrines fébriles, comme pour rappeler au corps qu'il était fait pour vivre. Maya n'avait jamais cru au miracle, mais elle croyait aux soins qu'on ne peut pas codifier. Elle ferma les yeux, serra la carte contre elle, laissant le souvenir l'ancrer avant que le doute ne la submerge. Puis, tout aussi soudainement qu'il l'avait frappé, le chagrin se tut remplacé par quelque chose de plus dur, la détermination. Mais une autre voix se glissa dans son esprit, plus froide, plus tranchante, arrachant ses pensées à la mémoire d'Aniel. Elle revit son regard ce matin-là, quand elle avait essayé de lui raconter un rêve, où Lila tenait Noah dans ses bras. Ses yeux s'étaient plissés, d'un mélange d'épuisement et d'agacement, qui disait clairement « Ne m'apporte rien qui ne puisse être prouvé ». Il l'avait interrompu sèchement. « On ne va pas partir dans le mystique Maya. J'ai besoin de médecins, pas d'histoire. » Elle connaissait ce regard, ce ton. Les hommes comme Daniel ne croyaient aux émotions que lorsqu'elles étaient imprimées sur un rapport ou appuyées par des données. Elle savait aussi que si elle agissait sans son accord, ou même si elle mentionnait cette recette, il la repousserait complètement. La licencierait peut-être. Pire, il pourrait lui interdire toute approche de Noah. Mais quelle était l'alternative? Rester là sans rien faire et regarder un bébé qu'elle aimait comme son propre sang glisser entre leurs doigts simplement parce qu'il n'entrait pas dans la logique de quelqu'un d'autre. Maya replia la fiche et la glissa dans le carnet. Elle se leva, lentement les jambes tremblantes, mais la colonne vertébrale plus droite qu'avant. Au lavabo, elle se passa de l'eau fraîche sur le visage, chassant les dernières traces de détresse. Ce que reflétait le miroir n'était pas une femme brisée, mais une femme en feu, calmement, silencieusement. Elle murmura à son reflet, non pour elle-même, mais pour Noah. Si personne d'autre ne se bat pour lui de tout son cœur, alors ce sera moi. Les mots sortirent tout, mais ils sonnaient comme de l'acier. Elle ne savait pas encore exactement ce qu'elle ferait, ni jusqu'où elle oserait aller, mais la décision était prise. Maya se moquait désormais de paraître folle aux yeux du personnel ou imprudente aux yeux de Daniel. Elle avait été élevée pour suivre son instinct, aimer au-delà de la logique et agir là où les autres restaient en figés. Les doigts encore tremblants, elle glissa le carnet sous son bras, redressa les épaules et sortit de la cabine. Elle n'avait pas encore de plan, mais elle avait sa foi, son feu et un nom pour lequel elle était prête à se battre. La nuit tomba sans prévenir, même si Maya l'avait senti arriver toute la journée, pesant comme un pressentiment. L'air lourd de Paris semblait s'appuyer contre les fenêtres du CHU sombre et menaçant. Elle venait juste de s'installer de nouveau près de l'incubateur de Noah Carnet en main lorsque la première alarme retentit. Ce n'était pas une alarme ordinaire. Celle-ci était plus aiguë continue un hurlement qui lui transperça la poitrine. Les infirmières se mirent en mouvement instantanément, et avant même que Maya ne pose une question, l'une d'elles appelait déjà le médecin de garde. En quelques secondes, une nuée de blouses blanches et de tenues bleu pâle envahit la pièce. « Il décompense !» cria quelqu'un. Les taux d'oxygène plongeaient. La machine sifflait, bipait, et la minuscule poitrine de Noah luttait contre le ventilateur, chaque mouvement plus faible que le précédent. Les mains de Maya tremblaient alors qu'elle se reculait contre le mur, incapable de respirer elle-même. Daniel n'était pas dans la pièce lorsque cela commença. Une infirmière dut aller le chercher dans le couloir où il parlait au téléphone, le tirer littéralement à l'intérieur. Il entra au beau milieu du chaos, les yeux grands ouverts, frappé de stupeur, bombardé de termes qu'il comprenait à peine.
On le perd, déclara sèchement un interne, tentant de dégager l'accès pour réajuster l'intubation. Plus aucun échange d'oxygène. Dernière ligne d'intervention. Daniel se figea regardant son fils, comme s'il le voyait pour la première fois depuis des jours. Les lèvres de Noah avaient une virée au bleu. Ses mains d'ordinaire agitées même sous sédation étaient immobiles. La voix de Daniel sortit en un souffle étranglé. « Qu'est-ce que ça veut dire, la dernière ligne ?» Le médecin-chef ne prit pas la peine d'atténuer la réalité. « Nous faisons absolument tout. Si ça ne marche pas, il ne termina pas. » Le silence qui suivit fut plus terrifiant que les alarmes. Maya regarda la mâchoire de Daniel se contracter alors qu'il tentait de former un mot, mais rien ne sortit. Il ressemblait à un homme perdu au milieu d'un champ de bataille sans aucune armure. Les 5 minutes suivantes se brouillèrent en une tempête d'ordres d'aiguilles de manipulation urgente. Un chariot d'urgence apparut. On mentionna l'épinéphrine. Le mot « intubation » fut répété. Et puis, sans annonce, sans cérémonie, le signal plat arriva. Un long signal continu résonna dans toute la pièce, comme s'il traversait l'hôpital entier. Les médecins ne s'arrêtèrent pas immédiatement. Ils accéléraient plus pressés, plus désespérés. Mais Maya sentit le basculement. L'espoir quittait la pièce. La bouche de Daniel s'ouvrit d'horreur, mais ses yeux restèrent secs. Il ne cria pas, ne s'effondra pas. Il resta immobile, les épaules lourdes d'un chagrin trop profond pour faire du bruit. Lorsque le signal finit enfin par s'éteindre, remplacé par des chuchotements et des respirations lentes, le médecin-chef recula. Il ne regarda pas Daniel, mais l'infirmière derrière lui, comme s'il ne supportait pas d'annoncer les mots directement. « Nous sommes peut-être arrivés au bout, » dit-il doucement. « Parfois, le corps ne peut simplement plus se battre. » Les mots flottèrent dans l'air comme une fumée. Personne ne contesta. Personne ne dit le contraire. Daniel s'assit lentement sur une chaise près de l'incubateur, les mains inertes sur ses genoux. Il ne regardait pas Noah. Ses yeux étaient fixés au sol, le visage pâle, les lèvres si serrées qu'elles en étaient blanches. À l'autre bout de la pièce, une infirmière baissa les lumières. Une autre prépara une couverture, prête à permettre à Daniel de tenir son fils une dernière fois. « Voulez-vous que nous vous laissions un moment ?» demanda le médecin. Daniel ne répondit pas, hocha seulement la tête d'un geste vide. La pièce se vida peu à peu. Personne ne dit adieu, car personne ne savait si c'était vraiment le moment. Maya resta au fond, agrippée au mur de ses 2 mains. Son cœur frappait si fort qu'elle pensa qu'il allait céder. Mais plus que la peur, c'était la colère qui grondait en elle. La colère de les voir tous abandonnés, de laisser partir cet enfant qui s'était battu pendant des semaines, de le libérer doucement, alors qu'ils étaient censés le sauver. La voix de sa grand-mère résonna dans son esprit comme un tambour. « Tu te bats jusqu'au tout dernier souffle. » Pas un avant. Daniel ne l'avait pas remarqué. Il était assis hébété, perdu dans l'effondrement de son propre monde. Maya fit un pas en avant, puis s'arrêta incertaine. Le médecin avait dit qu'il laisserait la famille seule, mais qui avait demandé ce que Noah voulait? Ce que Lila aurait voulu. Maya avait passé chaque nuit à côté de lui, à fredonner prier, noter le moindre progrès dans un carnet que personne ne lisait. Elle avait vu ce bébé s'accrocher à la vie d'une manière que la médecine ne pouvait expliquer. Et maintenant, alors que le personnel parlait doucement, exécutant les gestes codifiés de la résignation, quelque chose se souleva en elle, pas de l'imprudence, ni même du désespoir, mais une clarté totale. Elle jeta un regard vers le couloir désert. Le médecin était parti. Personne ne regardait. Et soudain, tout en elle, se figea dans une décision irrévocable, une décision qui pourrait lui coûter son emploi. La confiance de Daniel peut être pire. Mais elle s'en moquait. Elle avança vers l'incubateur lentement, mais avec une détermination glacée.
ses yeux restaient fixés sur ce petit garçon qui avait refusé de céder. Chaque souffle qu'il avait pris jusque-là avait été une rébellion, chaque frémissement un refus de disparaître. Elle pensa au bébé de son enfance, en Géorgie, couché sur le canapé de sa grand-mère, où l'air sentait le cèdre et la camomille. Elle avait vu des miracles. Elle avait vu des souffles revenir à des poumons immobiles. Elle avait vu des enfants revenir quand le monde les avait déjà enterrés. Les mains de Maya tremblaient, non de peur, mais d'urgence. Elle savait ce qu'elle devait faire. Elle ignorait si cela fonctionnerait, mais si une chance même infime existait, elle valait la peine de tout risquer. Elle regarda Daniel une dernière fois. Il n'avait pas bougé. « Je suis désolée », murmura-t-elle, même si elle ne l'était pas du tout. Quand le médecin sortit, pour laisser la famille seule, Maya prit la décision qui allait tout changer. Les lumières du service abaissées dans la teinte douce, réservée aux soins de fin de vie, menacèrent de briser sa résolution. Daniel se tenait au pied de l'incubateur comme une statue, les yeux vides, les mains pendantes, incapable de faire quoi que ce soit. Les infirmières entraient et sortaient avec une efficacité silencieuse, ajustant des chiffres et notant des données devenues des formalités plutôt que des cordes de survie. Personne ne parlait fort. Personne ne se pressait. C'était l'immobilité de l'abandon, et cela faisait frissonner Maya. Elle jeta un dernier regard à Daniel. Il ne la vit même pas quitter la pièce. Maya sortit le cœur battant si fort qu'il couvrait les bruits du couloir. En marchant rapidement, elle murmura « Tiens bon, mon bébé, tiens juste bon ». Elle ne savait pas si Noah pouvait l'entendre, mais elle devait croire qu'il le pouvait. Elle traversa les portes automatiques et se précipita vers le parking, presque en courant vers sa voiture. Chaque feu rouge semblait un affront personnel, comme si l'univers tentait d'arracher à Noah les secondes dont il avait besoin. Lorsqu'elle atteignit enfin l'appartement des Laroche, elle n'alluma aucune lumière. Elle monta directement dans sa chambre, tomba à genoux et tira de sous le lit une vieille boîte en carton qu'elle n'avait pas ouverte depuis des années. Ses mains tremblaient violemment, en fouillant à travers des vêtements délavés, des photos jaunies et une pile de linge brodé par sa grand-mère des décennies plus tôt. « Allez, s'il te plaît », murmura-t-elle la gorge serrée. Puis ses doigts touchèrent du verre. Elle sortit la petite bouteille ambrée poussiéreuse, parfaitement scellée, et la prit avec un mélange de révérence et de peur. Les dernières de consignes de sa grand-mère résonnèrent dans sa mémoire. Garde ça pour le jour où plus personne n'y croira. Utilise-le avec amour, pas avec panique. Maya la serra contre sa poitrine, sentant le poids immense de ce choix. Elle ne savait pas si elle s'apprêtait à sauver une vie ou à perdre tout ce qui lui restait. Mais aucune de ces deux issues ne lui faisait plus peur que l'idée de ne rien faire. Elle attrapa de nouveau ses clés et repartit en courant. De retour à l'hôpital, les protocoles de sécurité se dressèrent devant elle, comme une barrière infranchissable. Elle n'avait aucun droit d'entrée. À cette heure, il fallait des badges, des autorisations, des signatures, tout ce qu'elle n'avait pas. Mais le destin se présenta sous la forme de l'infirmière, Almeida vétérane du service de nuit, aux yeux doux, qui avait vu des décennies de miracles et de chagrins. Maya s'avança vers elle, tremblante d'urgence. « S'il vous plaît, j'ai besoin de 5 minutes. Juste 5. » Almeida étudia son visage, lisant chaque couche de détresse, de peur d'amour, et cette prière silencieuse pour une chance. « Ce n'est pas autorisé, » murmura l'infirmière. « Je pourrais avoir des problèmes. »« Je sais, mais il ne lui reste pas des heures. À peine des minutes, » répondit Maya, la voix brisée. L'expression d'Almeida changea adoucie par le poids de ses propres souvenirs. « 5, » dit-elle doucement. « Pas plus. » Elle s'écarta pour la laisser passer, ajoutant « Quoi que tu fasses, fais-le avec un cœur solide, ma fille. » Maya hocha la tête, la gorge serrée, et entra dans la chambre de Noah.
À l'intérieur, le silence était plus lourd encore, le silence de ce qu'on sait irréversible. Noah était immobile, son thorax se soulevant uniquement parce que la machine l'y obligeait. Maya dévissa la bouteille avec des gestes infiniment prudents et mélangea quelques gouttes avec l'huile neutre qu'elle avait discrètement apportée. Elle réchauffa le mélange entre ses paumes, exactement comme sa grand-mère le lui avait appris, puis glissa ses mains dans l'incubateur, lentement, délibérément. « Coucou, petit homme, murmura-t-elle. C'est Maya, je suis là. » Ses doigts enduits de la préparation massèrent de minuscules cercles sur sa poitrine, puis le long de ses pieds suivant le rythme ancien qu'elle avait appris enfant. Chaque mouvement s'accompagnait d'une prière douce non dramatique, une simple corde tendue entre eux. « Respire avec moi. Juste une fois encore, puis encore une autre. » L'odeur légère des plantes monta jusqu'à elle si familière qu'elle sentit ses yeux picoter. Elle n'avait pas utilisé ce remède depuis la mort de sa grand-mère. L'utiliser maintenant ressemblait à l'invoquer. Daniel la remarqua trop tard. Il se retourna brusquement les yeux écarquillés en comprenant ce qu'elle touchait, ce qu'elle faisait. « Maya, arrête !» lança-t-il en s'avançant, la colère jaillissant. « Mais enfin, qu'est-ce que tu… » Les mots moururent sur ses lèvres. Le moniteur clignota. Un minuscule sursaut, tellement subtil que presque personne ne l'aurait vu. Puis un deuxième. La fréquence cardiaque de Noah remonta d'un point. Un changement à peine perceptible, presque sans valeur médicale, mais incontestable. Son niveau d'oxygène suivit gagnant une unité. Daniel se figea les yeux rivés à l'écran, comme si celui-ci venait de trahir les lois du monde, tel qu'il le connaissait. « Quoi? Qu'est-ce que c'est ?» souffla-t-il. Maya garda la main posée stable, malgré son souffle tremblant. « Juste un petit coup de pouce, » murmura-t-elle. « C'est lui qui fait le reste. » Daniel avala difficilement. La colère quitta son visage, remplacé par quelque chose de brut, de vulnérable, quelque chose qui ressemblait douloureusement à de l'espoir qu'il n'osait pas admettre. Pendant une minute entière, aucun d'eux ne parla. Ils regardèrent les chiffres petits et fragiles, mais montant comme si Noah tendait une main depuis le bord du vide. Un médecin aurait parlé de coïncidence de bruit statistique, mais pour Daniel et Maya, debout de chaque côté de l'incubateur, c'était comme voir un enfant se noyer soudain, reprendre son premier souffle. Le moment retomba sur eux, lourd de questions muettes et d'une vérité que personne n'osait articuler. Maya retira lentement ses mains, referma la bouteille et la glissa dans sa poche. Daniel la regarda. L'accusation qu'il s'apprêtait à lancer se dissout en quelque chose d'incertain. « Ne dis rien, » chuchota Maya. « Observons-le seulement. » Daniel hocha la tête, la voix perdue. Les données n'avaient peut-être aucune valeur médicale, mais dans ce silence chargé, elles signifiaient tout. Sa fureur fondit en une chose impossible dangereuse de l'espoir. Les changements commencèrent discrètement, quelques points de plus, sur le taux d'oxygénation, un rythme cardiaque légèrement plus stable au petit matin. Les infirmières remarquèrent, échangeant des regards prudents en mettant à jour le dossier. Probablement un pic aléatoire, marmonna l'une. Mais les chiffres continuèrent de grimper régulièrement. Maya le vit elle aussi. Elle essayait de ne pas espérer trop vite, mais chaque jour, la petite main de Noah serrait la sienne plus fort. Les épisodes d'apnée se réduisaient. Les médecins diminuaient certains réglages. Personne n'osa appeler cela une amélioration. Peut-être juste du bruit statistique, dit un médecin plus âgé, comme pour se convaincre lui-même. Mais c'était le genre de bruit qui poussait les gens à chuchoter, plutôt qu'à parler. Daniel, de son côté, rôdait sans cesse. Il restait plus près maintenant, mais toujours avec les yeux plissés, observant le moindre geste de Maya. Il ne lui demandait pas ce qu'elle avait fait cette nuit-là, pas directement,
Mais son silence transpirait la méfiance. Aucune gratitude ne franchissait ses lèvres, seulement une mâchoire qui se contractait chaque fois qu'il la voyait soulever doucement la petite main de Noah ou écrire quelque chose dans son carnet. On aurait dit qu'il ne savait pas décider si elle était la sauveuse de son fils ou une femme ayant commis une trahison impardonnable. En vérité, Maya dormait à peine. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revivait cette nuit, ses mains sur la poitrine de Noah. La bouteille, la voix de Daniel se brisant. Et maintenant, ces petites améliorations, elles faisaient battre son cœur à la fois de peur et d'un espoir fragile. Mais même si elle rendait grâce en silence dans ses prières, elle sentait la pression se resserrer autour d'elle. Le 3e jour après l'incident, une infirmière lui lança un regard d'avertissement. « Faites attention », murmura-t-elle. « On pose des questions sur cette nuit-là. » Maya hocha la tête, feignant de ne rien comprendre. Mais plus tard, dans l'après-midi, un administrateur austère, vêtu d'un costume anthracite, vint la chercher. « Nous devons vous parler en privé, » dit-il d'un ton froid et sec. Elle le suivit dans un couloir isolé où une porte métallique donnait sur une petite salle, une longue table, une carafe d'eau, 3 responsables déjà assis. Son cœur se serra. Ce n'était pas une conversation, c'était une audience. Ils exposèrent tout avec une politesse plus menaçante qu'une accusation franche. Une violation du protocole médical a été signalée, déclara l'administratrice principale d'une voix parfaitement calme. Une substance non approuvée a été appliquée sur un patient en état critique sans supervision médicale. Maya resta immobile, les mains serrées sur ses genoux. « Le niez-vous » demanda l'un d'eux. Elle ne mentit pas. « Ce n'était pas pour remplacer un traitement », répondit-elle doucement. « C'était pour le réconforter, pour l'aider. » L'autre se pencha vers elle. « Madame Broussard, vous n'êtes pas infirmière diplômée. Ce que vous avez fait peut être considéré comme une interférence dans un protocole de soins intensifs. » Maya ne broncha pas bien que sa poitrine se serre. « Il était en train de mourir, dit-elle. Tout le monde avait abandonné. » Un silence glacial suivit. Puis tomba le coup final. « Nous devrons prévenir la famille. Monsieur Laroche va être appelé d'un moment à l'autre. Selon sa réponse, nous pourrons procéder à une exclusion immédiate et signaler l'incident à votre employeur. » Maya cligna des yeux rapidement, refusant de pleurer devant eux. Ce n'était pas du regret, seulement de la terreur. Les minutes s'étirèrent douloureusement avant que Daniel n'arrive enfin. Il entra dans la pièce, l'air épuisé, la chemise froissée, les yeux sombres, l'expression illisible. Personne ne se leva. L'administratrice la plus proche s'éclaircit la gorge. « Monsieur Laroche, nous vous avons informé de l'incident concernant les soins apportés à votre fils. Pour être clair, Madame Broussard a administré une substance non conforme à la politique de l'hôpital, sans documentation ni consentement. Dans ces cas-là, nous procédons normalement à une exclusion immédiate et à un signalement. Nous sommes prêts à avancer, mais nous avons besoin de votre confirmation. » Maya ne se tourna pas vers lui. Elle ne pouvait pas. Ses doigts s'enfonçaient dans le dessous de la table métallique, son corps réduit vulnérable. Elle savait ce qu'ils attendaient. Un hochement de tête, une signature, une sentence froide dissimulée derrière un langage administratif. Elle se prépara au moment où elle perdrait tout son emploi, sa place auprès de Noah, l'accès à un enfant qu'elle aimait désormais comme le sien. Daniel ne répondit pas immédiatement. Le silence fut si long que l'un des responsables remua mal à l'aise. Lorsqu'il parla enfin, sa voix était plus basse que d'habitude. Râpeuse. « Est-ce qu'elle lui a fait du mal ?» demanda-t-il, fixant le médecin référent. Médicalement, la femme hésita. Il n'y a aucune preuve de dommage, mais la substance n'était pas testée. Ses gestes auraient pu, mais ils ne l'ont pas fait,
coupa Daniel. Et depuis cette nuit-là, il va mieux. L'air de la pièce changea aussitôt. Mieux est un terme subjectif, intervint un autre. Rien ne prouve que l'amélioration soit liée à ce qu'elle a fait. Daniel se tourna lentement, ses yeux se posant enfin sur Maya. Quelque chose passa entre eux, de la colère, de l'incrédulité, quelque chose proche de l'émerveillement. « Vous voulez que je signe pour la renvoyer ?» dit-il d'une voix plus ferme. « Que je vire la femme qui était là, quand moi je ne l'étais pas. Celle qui a touché mon fils quand je ne pouvais pas. Celle qui n'a pas fui. » Il regarda de nouveau le groupe. « Vous pensez vraiment que je me soucie plus de vos protocoles que de savoir si mon fils a quelqu'un qui croit en lui? » Le silence qui suivit fut plus assourdissant qu'un verdict. Maya ne pouvait toujours pas parler. Sa poitrine lui faisait mal d'avoir tant retenu son souffle, et ses poumons ne semblaient en plus savoir comment reprendre de l'air. Daniel ne prononça pas son nom, ne s'excusa pas, ne sourit pas, mais il se tenait à ses côtés. Il ne la livra pas au loup. Et dans cette salle pleine de costumes et de science, cela signifiait tout. Les administrateurs se redressèrent l'un d'eux, refermant lentement le dossier devant lui, sans un mot de plus. Nous consignerons l'incident et assurerons un suivi strict à l'avenir, conclut enfin l'administratrice. Mais si M. Laroche souhaite qu'elle reste impliquée dans les soins de Noah, nous ne nous y opposerons pas. Maya resta immobile, alors que la salle se vidait, son cœur cognant encore violemment, ses yeux fixés sur l'embrasure désormais vide. Elle n'avait pas prononcé un mot depuis l'arrivée de Daniel. Lentement, elle tourna enfin la tête vers lui. Il soutint son regard un long moment. Ses yeux posaient une question qu'elle n'osait formuler. « Ai-je sauvé votre fils? Ou ne suis-je que votre bouc émissaire? » Quand Daniel parla finalement, ce ne fut pas avec l'autorité habituelle liée à son nom. Il n'y avait ni ordre ni ton de PDG, juste une fracture silencieuse. « Je l'ai laissé rester avec lui, parce que moi, je n'y arrivais pas, » dit-il d'une voix rauque, les yeux fixés sur le bord de la table, plutôt que sur les personnes devant lui. « Je ne l'ai pas arrêté, parce qu'une partie de moi n'en avait pas envie. » La pièce précédemment tendue comme une lame devint soudain légère, presque irréelle. Les administrateurs clignèrent des yeux déstabilisés par cet aveu. « Quoi qu'ait fait Maya, » continua-t-il en jetant un bref regard vers elle. « Elle l'a fait par amour, pas par ignorance, pas par imprudence. Et honnêtement, si l'un de vous avait été à ma place cette nuit-là, vous auriez peut-être fait la même chose. » Personne n'osa l'interrompre. « Elle n'est pas seulement une employée chez moi. Elle a été plus proche de mon fils que je n'ai pu l'être moi-même. Je veux qu'elle reste officiellement dans son équipe de soins en tant que référente familiale. Si cela vous pose un problème, voyez ça avec mes avocats. » Les mots tombèrent comme une déclaration, mais cette fois non pour dominer, mais pour protéger. La demande n'avait rien de standard. Elle brouillait des frontières auxquelles l'hôpital n'était pas habitué, surtout venant d'un homme du poids de Daniel. Une référente familiale était normalement un proche, pas une employée domestique, et certainement pas quelqu'un ayant enfreint un protocole avec un traitement non autorisé. La pièce hésita, évaluant visiblement les risques. « Il faudra une documentation supplémentaire », proposa l'un. « Ce n'est pas un précédent qui nous met à l'aise, Monsieur Laroche », ajouta un autre. Mais Daniel se renfonça dans sa chaise, retrouvant la pointe tranchante de sa voix. « Vous étiez assez à l'aise pour laisser un enfant mourant glisser vers la fin sans remettre quoi que ce soit en question. Alors, ne venez pas me parler de confort. » Cela coupa court à toute objection. En quelques minutes, les termes furent rédigés en silence. Maya pouvait rester. Elle serait supervisée. Son nom apparaîtrait dans le dossier de Noah dans un nouveau rôle créé sur le champ. Personne n'en était véritablement ravi, mais aucun d'eux n'avait le pouvoir de s'y opposer. Le nom Laroche, autrefois utilisé pour façonner studio et gros titres, modifiait maintenant la politique hospitalière.
Et pour une fois, cela ne ressemblait pas à une manipulation, mais à quelque chose qui se rapprochait de la miséricorde. Quand la réunion prit fin et que tout le monde partit, Maya demeura assise incertaine de pouvoir se lever. Ses mains se serraient dans son giron, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Elle ne parla pas, Daniel non plus, pas avant qu'il ne se retrouve seul dans le couloir, marchant côte à côte, dans un silence dense. « Vous n'étiez pas obligé de faire ça, » dit-elle enfin dans un souffle. « Ce n'était pas pour vous. » Elle s'arrêta. « Ce n'était pas pour vous, » répéta-t-il neutre. Puis après une pause, « C'était pour lui. » Elle se tourna vers lui, la colère commençant à bouillonner sous le choc. « Alors, pourquoi avoir attendu? Pourquoi les laisser parler de moi comme ça, comme si j'étais une simple bonne qui s'était interposée devant la vraie médecine ?» Daniel tressaillit. « Parce que je ne savais pas quoi dire. Je ne savais même pas ce que je pensais. Tu as fait quelque chose que je ne comprenais pas, et j'essaie encore de savoir si je te déteste pour ça, ou si je te suis reconnaissant d'avoir été plus courageuse que moi. » L'aveu les surprit tous les deux. Pour la première fois, l'armure de Daniel se fissura. L'expression de Maya s'adoucit, mais sa voix resta ferme. « Tu n'as pas besoin de comprendre ce que j'ai fait, Daniel. Tu dois seulement admettre que Noah avait besoin de plus que des chiffres et des machines. » Elle hésita. « Et toi aussi. » Les yeux de Daniel tombèrent vers le sol. « Je ne sais pas comment être père. Lila était censée m'apprendre. Je devais l'avoir à mes côtés pour me montrer ce qui comptait. » Sa voix se brisa légèrement. « Maintenant, je prends des décisions que je n'ai pas le droit de rater. Et j'ai l'impression d'avancer dans un champ de mine, les yeux bandés. » Maya ne s'approcha pas, mais elle ne recula pas non plus. « Alors, arrête d'avancer seule, » dit-elle simplement. « Noah n'a pas besoin d'un père parfait. Il a besoin de quelqu'un qui ne quitte pas la pièce quand ça devient difficile. » Les mots frappèrent quelque chose de profond. Daniel hocha à peine la tête, comme s'il acceptait des conditions qu'il n'était pas encore prêt à dire à voix haute. Mais c'était déjà un changement, la plus petite fissure dans des années de pierre émotionnelle. Plus tard dans la nuit, bien après que Maya eut regagné la chambre de Noah, Daniel se retrouva seul dans la NICU. Pour la première fois, il ne resta pas près de la porte. Il entra complètement et s'assit dans la chaise que Maya utilisait toujours. Il ne parla pas aux infirmières, ne regarda pas son téléphone. À la place, son regard se posa sur le carnet qu'elle avait laissé user sur les bords, la page de couverture marquée d'empreintes. Il hésita avant de le toucher, puis l'ouvrit lentement, feuilletant des pages remplies de chiffres de noms et de courbes. Mais il y avait aussi des notes des personnels. Noah a cligné 2 fois quand j'ai fredonné. Swing low. Peut-être du hasard. Je l'ai noté quand même. Plus loin, haut encore, trop bas. Mais il a serré mon doigt plus fort que d'habitude. Un battant. Et en bas d'une page, il a souri. C'était peut-être un réflexe. Moi, je veux croire que c'était plus. Daniel referma le carnet doucement ses mains, restant posé dessus, comme s'il risquait de disparaître. Quelque chose de nouveau pesa dans sa poitrine. Pas une douleur aiguë comme la culpabilité, mais un poids grave, la reconnaissance peut-être la révérence. Il resta là longtemps, simplement assis près de son fils, le carnet encore sur les genoux. Il n'eut ni révélation, ni discours, ni larmes, mais il ne partit pas. Quand une infirmière entra pour vérifier les constantes, elle trouva Daniel encore là, les yeux fermés, une main posée délicatement sur le bord de l'incubateur. Il ne se cachait plus. Il ne fuyait plus derrière le silence ou des tableaux Excel. Et dans le couloir silencieux, Maya s'adossait au mur. Elle n'écoutait pas les machines. Elle écoutait le calme nouveau que provoque la présence de quelqu'un qui choisit enfin de rester. La forteresse qu'était Daniel Laroche venait de se fissurer. Pas s'effondrer, juste s'ouvrir assez pour laisser respirer quelque chose d'humain.
Les rumeurs commencèrent doucement. Comme c'est toujours le cas, quelques infirmières parlant un peu trop près d'une porte, un technicien secouant la tête en examinant des entrées de dossiers qui ne correspondaient pas au protocole. Mais l'étincelle vint d'une jeune infirmière qui avait vu plus qu'elle ne comprenait. Elle posta en ligne une plainte floue sur des décisions irresponsables en néonatologie, insinuant que des personnes extérieures interférèrent dans les soins. Elle ne cita pas de nom, mais ce n'était pas nécessaire. Quelqu'un reconnut Daniel, quelqu'un d'autre reconnut l'hôpital. Au matin, les sites de ragots publièrent des titres accusant un milliardaire de laisser du personnel non médical expérimenté sur son bébé prématuré. Au début, Daniel tenta d'ignorer. Il en avait ignoré pire. Mais celle-ci avait des dents. Les avocats appelèrent. Les investisseurs exigèrent des explications. Puis les parents de Lila téléphonèrent. Leur chagrin se transforma en accusation. « Comment as-tu pu laisser une fille superstitieuse poser les mains sur notre petit-fils » sanglota la mère. Daniel serra le téléphone si fort que ses jointures blanchirent, mais il ne répondit rien. Il ne savait pas quoi répondre. La pression monta rapidement. Des journalistes commencèrent à se rassembler devant l'hôpital, les caméras crépitant chaque fois que Daniel traversait le hall. Les titres spéculaient sur l'état de Noah, sur le jugement de Daniel, sur l'identité de la domestique. Son équipe de communication l'encercla aussitôt, déroulant des options, comme s'il s'agissait d'un menu. On peut orienter le récit, elle voulait bien faire, mais a agi seule, proposa un conseiller. Ça vous protège et ça suscite la sympathie pour elle. Gestion de crise 101. Un autre ajouta, pas besoin de la renvoyer publiquement, juste préciser qu'elle n'avait aucune autorité. L'implication était claire, sans dissocier, la rendre naïve, maladroite, inoffensive. Maya survivrait à l'humiliation. L'empire de Daniel peut-être pas. Il écouta en silence, la mâchoire si contractée que sa douleur devint sourde. Il ne voulait pas la détruire, mais il ne voyait pas non plus comment survivre à une autre avalanche de gros titres, l'accusant d'imprudence, d'incompétence ou de quelque chose d'encore plus grave. Pour la première fois depuis le début du scandale, il se sentit réellement piégé. Maya sentit le changement bien avant que Daniel ne lui dise quoi que ce soit. Elle vit son téléphone vibrer sans cesse, ses yeux s'assombrirent lorsque les reporters crièrent son nom depuis l'extérieur. Elle vit comment il hésitait chaque fois que quelqu'un prononçait les mots « déclaration publique ». Au début, elle ne le prit pas personnellement. Elle se dit qu'il était dépassé, inquiet, épuisé. Mais ensuite, une assistante en communication s'approcha d'elle dans le couloir, un clipboard en main et un sourire trop vif. « Nous aurions besoin de quelques détails pour construire le récit », dit-elle légèrement. « Rien qui ne vous fasse passer pour méchante, juste, un angle. » Maya s'éloigna avant de dire quelque chose qu'elle aurait regretté. À partir de là, elle se déplaça autrement dans la NICU, plus discrète, plus petite. Elle venait toujours chaque soir, murmurait encore, Anoa tenait toujours sa main. Mais le rire qui surgissait parfois d'elle disparut complètement. Elle ne voulait pas que Daniel voie combien elle avait mal. Elle ne voulait pas non plus que Noah le ressente. Mais les bébés ressentent tout. Et Noah le sentit plus que quiconque. Ses constantes ne chutèrent pas, mais elles vacillèrent. Il devint plus agité, tirant du bout des doigts sur les tubulures du respirateur, fronçant les sourcils de détresse. Quand Daniel et Maya se disputaient à voix basse près de l'incubateur, Noah voyait sa fréquence cardiaque grimper. Quand Daniel sortit brusquement, après une conversation tendue, l'oxygène du bébé baissa encore. Maya fut la première à s'en rendre compte, sa voix tremblant alors qu'elle murmurait « Il sait. Il sent quand quelque chose ne va pas. » Les infirmières tentèrent de la rassurer, mais elles ne pouvaient nier la corrélation. Les bébés ne comprennent pas les mots, mais ils comprennent le ton. La peur, la tension, la tristesse.
Daniel le vit aussi. Chaque fois qu'il entrait dans la chambre et voyait l'inquiétude plissée entre les sourcils de Noah, quelque chose se tordait en lui. Ce n'était plus une question d'image publique. Son fils absorbait les conséquences de son hésitation, de sa peur de son incapacité à choisir un camp. Le lendemain matin, alors que Daniel se préparait à quitter l'hôpital pour une réunion avec ses avocats, il trouva une foule qui l'attendait dehors. Journalistes, caméras, cris de questions. Son équipe de communication l'encadra immédiatement, le guidant vers un podium installé à la hâte devant l'entrée. Sur le pupitre, l'attendait une déclaration officielle, rédigée par son équipe de crise. Chaque phrase l'innocentait. Chaque phrase blâmait subtilement Maya. Il se sentit malade en lisant la première ligne. Il m'a été rapporté qu'un membre de mon personnel domestique a agi en dehors de ses attributions. Il s'arrêta. Ses doigts se crispèrent sur la feuille. Il imagina Maya lisant cela en ligne. Il imagina Noah un jour entendant cette version de leur histoire. Sa poitrine se serra d'un poids qu'il ne reconnut pas d'emblée plus lourd que la culpabilité, quelque chose comme la honte. Son responsable PR se pencha vers lui. « Lisez, c'est propre, c'est sûr. » Daniel fixa la feuille, le cœur battant. Et soudain, il comprit qu'il ne pouvait pas prononcer ces mots. Pas un seul. Devant la nuée de micros, il regarda cette déclaration préparer son supposé bouclier et réalisa avec une netteté fulgurante que pour la première fois de sa vie, soigneusement contrôlée, il ne pouvait plus se permettre d'être sûr. Daniel se tint au podium, les appareils photos cliquetant comme des insectes autour de lui, une forêt de micros pointés vers sa poitrine. Le texte qu'il tenait tremblait légèrement stérile et prudent, le genre de discours derrière lequel il s'était caché toute sa carrière. Mais quelque chose en lui refusa. Il leva les yeux, vit la faim dans celle des journalistes, l'attente du scandale, et se sentit soudain épuisé, incroyablement fatigué d'être l'homme intouchable. D'un souffle lent, il plia la feuille en deux et la posa. Son équipe se figea. Il s'éclaircit la gorge et parla non en milliardaire, mais en homme démoli, puis forcé de respirer à nouveau. Avant que vous ne posiez la moindre question, je veux vous parler de Lila. Il raconta la nuit où elle était morte, la terreur qu'il avait avalée, les mois à se réfugier derrière des réunions, parce que c'était plus facile que de faire face à l'incubateur où son fils luttait pour chaque souffle. La foule se tut, non par respect, mais par surprise, aucun d'eux ne s'attendait à de l'honnêteté. Il continua les mots sortant bruts, imparfaits. Pendant que je fuyais, quelqu'un d'autre est resté. Il parla de Maya. Pas comme employée, pas comme femme de maison, mais comme celle qui s'était assise chaque nuit à côté de Noah, lorsque lui ne pouvait pas. Il admit qu'elle avait utilisé un remède non approuvé à vœu suffisant pour déclencher une crise chez son équipe PR. Mais il ne s'arrêta pas. Et elle l'a fait parce qu'elle refusait d'abandonner. Elle a fait ce que chaque parent prie secrètement quelqu'un de faire pour son enfant lorsqu'il n'a lui-même plus rien à donner. Un murmure traversa la foule, non d'indignation, mais de stupéfaction. Il releva les yeux déterminés. Appelez ça de l'imprudence si vous voulez. Moi, j'appelle ça de l'amour. J'appelle ça du courage. Puis, avec une intensité qui fit même ralentir les caméras, Maya Broussard a sauvé la vie de mon fils. Elle est son ange gardien. Les mots explosèrent. Le récit public bascula en temps réel. L'après-midi même, Internet était divisé. Certains l'accusaient de glorifier la superstition. D'autres romanticisaient l'histoire, la transformant en miracle viral. Mais dans l'hôpital, le changement fut immédiat, silencieux. Les infirmières qui évitaient de Maya baissèrent désormais la tête avec respect. Un interne qui avait traité son geste de n'importe quoi murmura à une collègue. Elle croyait en lui avant nous tous. Maya sentit ce changement comme une marée montante. Pas bruyante, pas dramatique, mais constante.
Elle n'en tira pas fierté. Elle ne chercha pas l'attention. Elle reprit simplement sa place auprès de Noah, comme toujours, lui fredonnant des airs en consultant son carnet écorné. Et Noah répondit. Ses constantes montèrent régulièrement. Ces épisodes diminuèrent. Les médecins commencèrent à prononcer des mots comme progrès-force, puis incroyable transfert. Le jour où on le déplaça de la réanimation néonatale vers une chambre pédiatrique ordinaire sembla irréel, comme sortir d'un long cauchemar vers une lumière fragile. Le personnel se rassembla pour le voir passer, certains feignant d'être concentrés sur leurs tâches, d'autres essuyant discrètement une larme. Maya marchait à côté du berceau, roulant une main posée près du pied minuscule de Noah, comme pour lui assurer qu'elle était là. Daniel suivait juste derrière les mains dans les poches pour cacher son émotion. Quand ils arrivèrent dans la nouvelle chambre plus grande, moins de machines, une lumière plus douce. Maya hésita avant d'entrer submergée par la réalité. Noah guérissait vraiment. « Tu l'as fait » murmura-t-elle. « On l'a fait. » Une fois Noah installé, Daniel fit signe à Maya de sortir dans le couloir. Elle le suivit, pensant qu'il avait des instructions ou des inquiétudes à partager. Au lieu de lui donner des instructions, Daniel lui tendit une enveloppe blanche impeccable. L'estomac de Maya se noua. Une lettre de licenciement. Elle pensa que c'était la fin qu'elle se préparait à affronter depuis des semaines. Ses doigts tremblèrent, tandis qu'elle l'ouvrait, s'attendant à des mots froids, un renvoi légal. Mais son souffle se bloqua lorsqu'elle lut le titre en haut de la page « Désignation de tutrice légale et mandataire médical ». Son nom apparaissait en lettres formelles, suivi de droits d'ordinaire réservés à la famille. Elle releva brusquement les yeux. « Daniel, qu'est-ce que c'est ?» Il expira longuement, se frottant la nuque, soudain plus jeune, moins sûr de lui. « C'est ce qui aurait dû être vrai depuis le début, » dit-il doucement. « C'est toi qui es resté. Tu es de la famille. » Maya fixa de nouveau le document, l'encre juridique captant la lumière du couloir, son cœur frappant irrégulièrement. Ce n'était pas un contrat, pas une transaction, pas une manœuvre corporative de plus. C'était autre chose, une reconnaissance, une reddition, une forme de confiance qu'elle n'aurait jamais imaginé recevoir de lui. « Tu es sûr ?» demanda-t-elle d'une voix à peine audible. Daniel hocha lentement la tête. « Toute ma vie, j'ai signé des accords, » dit-il. « Mais celui-ci, c'est le premier qui me semble vrai. » Elle porta le document contre sa poitrine submergée. Pour la première fois, elle comprit que tout cela ne concernait pas son emploi, ni la tolérance, ni le pardon. C'était un choix. Et c'était un engagement différent de tous ceux qu'il avait scellés auparavant. Un engagement fondé, non sur le pouvoir, mais sur la foi. Des mois plus tard, la ville semblait transformée. Plus douce, moins hantée pour eux trois. Les fumées des incendies avaient disparu. Les gros titres s'étaient dissipés. Leur monde s'était reconstruit discrètement, non pas dans des salles de réunion ou des chambres d'hôpital, mais dans une petite maison, perchée sur une colline face à un coin paisible de la ville. Noah autrefois, une silhouette fragile, derrière des parois de plastique, et des câbles trottinaient maintenant sur la pelouse ensoleillée, avec la détermination maladroite d'un enfant décidé à conquérir le monde. Son rire clair soudain entier résonnait dans le jardin, comme une mélodie qu'aucun d'eux n'aurait cru entendre un jour. Il portait toujours une petite cicatrice sur la poitrine, souvenir pâle de ce qu'ils avaient frôlé, et son souffle gardait parfois une légère rauque. Mais il était vivant d'une vie qui semblait miraculeuse chaque matin. Daniel l'observait depuis la terrasse, un mug de café refroidissant entre ses mains qu'il oubliait souvent de boire. Son téléphone, autrefois greffé à lui comme un organe supplémentaire, reposait maintenant à côté écran noir. Au lieu de courir après des contrats ou d'évaluer des risques, il regardait simplement son fils vaciller vers les massifs de fleurs,
les bras déployés, les joues roses de joie. Doucement, champion, l'appela-t-il, mais sa voix riait plus qu'elle ne craignait. C'était étrange de penser à quel point cette simplicité avait autrefois paru impossible. Tout avait changé depuis les jours où il restait figé devant la porte de réanimation, incapable d'entrer. Parfois, il se surprenait à penser que Lila devrait être là à se moquer de lui, parce qu'il pleurait à chaque nouveau progrès. Mais, au lieu du chagrin déchirant d'autrefois, il n'y avait plus qu'une douleur douce tolérable, parce qu'il ne la portait plus seul. Maya était agenouillée dans l'herbe, les genoux de son jean salis guidant les petites mains de Noah. Ensemble, ils creusaient un cercle peu profond, et y glissait un jeune arbre. « Doucement », murmura-t-elle en soutenant ses poignets. « Celui-là est spécial. » Ils avaient décidé, des mois plus tôt que chaque année pour l'anniversaire de Lila, ils planteraient quelque chose de vivant, quelque chose qui grandirait avec Noah. Le petit arbre de cette année avait été choisi pour 2 personnes, Lila et la grand-mère de Maya, dont la photo trônait désormais à côté de celle de Lila sur la cheminée. Cela surprenait toujours Maya de les voir côte à côte, 2 femmes qui ne s'étaient jamais rencontrées et qui pourtant avaient façonné la vie de Noah plus profondément que quiconque. Elle tapota doucement la terre autour des racines. « Celui-ci est pour les femmes qui t'ont aimé longtemps avant que tu puisses respirer tout seul », souffla-t-elle. Noah rit en couvrant ses mains de terre et Maya l'embrassa sur la tête, le cœur si plein qu'il en faisait presque mal. Daniel quitta finalement la terrasse pour les rejoindre s'accroupissant près des 2 êtres qu'il avait reconstruits sans jamais rien demander en retour. Maya leva les yeux lorsqu'elle entendit ses pas, lui offrant un petit sourire, encore teinté d'incrédulité, comme si elle n'arrivait pas entièrement à croire que cette nouvelle vie était réelle. « Tu crois qu'il deviendra grand ?» demanda Daniel en désignant le jeune arbre. « Plus grand que lui », Maya rit. « S'il arrête d'arracher les feuilles, peut-être. » Noah poussa un cri de joie et attrapa aussitôt une poignée d'herbe. Daniel intercepta son petit poignet. « Des mains douces, d'accord. » Noah gazouilla quelque chose d'incompréhensible et Maya traduisit en souriant. Il dit qu'il supervise. Daniel leva les yeux au ciel, mais le sourire qui se forma sur son visage était tendre sans la moindre défense. Des moments comme celui-ci, simples ordinaires, étaient le véritable miracle. Alors que le soleil descendait, peignant le ciel lion de touches d'or, de mandarines et de roses, Noah se redressa en titubant et se dirigea vers la terrasse. Il tenait quelque chose dans sa main, une page froissée et bien usée, arrachée du vieux carnet de Maya, celle où elle avait, dans ses moments les plus sombres, écrit son nom encore et encore, à l'encre soigneusement appliquée, comme pour l'ancrer au monde par la seule force de la croyance. Maintenant, il la serrait contre sa poitrine, la bave et les taches d'herbe brouillant l'encre. « Maman, papa », gazouilla-t-il avec cette assurance fière dans les syllabes sans sens qui sortirent de ses lèvres. Il trébucha droit dans les genoux de Daniel, manquant de renverser sa tasse, et appuya sa tête contre l'épaule de Maya, qui venait de s'asseoir à leur côté. Daniel passa un bras autour d'eux 2, les soutenant sans même y penser. Noah leva la page avec triomphe et murmura quelque chose à nouveau, cette fois plus clair, presque une phrase. Les 2 adultes se figèrent à l'écoute. C'était balbutié, l'élocution d'un tout petit, mais incontestable, ma famille. Le souffle de Maya se bloqua. Daniel sentit quelque chose se serrer vivement dans sa poitrine. Ce n'était pas la panique d'autrefois, mais une plénitude si profonde qu'elle en frôlait la douleur. Ses yeux piquaient, mais l'émotion qui montait derrière n'était pas du chagrin. Pas le chagrin sauvage et incontrôlable qu'il avait autrefois possédé. C'était quelque chose de plus stable, quelque chose de mérité. Alors que le ciel s'étendait vaste et infini au-dessus d'eux, il regarda son fils, regarda la femme qui l'avait sauvé et sentit la vérité s'installer avec une certitude silencieuse.
Le miracle n'était pas seulement que Noah ait survécu. Le miracle était que grâce à des choix interdits, des prières chuchotées et des batailles qu'aucun d'eux n'aurait pu mener, seules 3 vies brisées, s'étaient assemblés pour former un seul cœur battant ici même sous le ciel lion. Nous mettons tout notre cœur dans chaque histoire que nous partageons. Nous les façonnons avec soin et un profond respect pour vous, notre communauté. Si cette vidéo vous a touché, ne serait-ce qu'un peu vous abonner, aide à continuer de faire vivre ces histoires qui ont du sens. Prenez un moment pour explorer davantage sur la chaîne et laissez un commentaire. Nous lisons chaque mot et votre voix compte vraiment pour nous.